Bon, ben, on va y aller, Jonathan, parce que je ne veux pas retarder ton horaire de ta journée aussi. Là. S'il y en avait qui avaient à joindre, je pense que ça serait fait. Il y en a peut-être qui vont s'ajouter durant la présentation. Alors, on va te laisser y aller tranquillement. Ce que j'avais à dire, d'abord, c'est un mot de bienvenue. On est content de te recevoir, Jonathan. On a eu des bons témoignages sur ta façon de faire de la vulgarisation scientifique. Alors, on est heureux de te recevoir. Et sûrement qu'on va apprendre bien des choses. Alors, sur ce, je te laisse la parole et puis je te laisse gérer la présentation selon ce que tu voudras. Puis vers la fin, ben, je ferai un petit point final à ce moment-là. OK, merci beaucoup. Ben, merci de m'inviter. Donc, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis chercheur postdoctoral à l'IREX, à l'Université de Montréal. Donc, je travaille sur les associations jeunes, les naines brunes, un peu sur les exoplanètes et je me concentre aussi sur les objets isolés de masse planétaire, un peu comme des naines brunes, mais proche de la définition d'une exoplanète. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout des données Gaïa. Donc, je vais vous parler pas seulement de mes projets, mais de comment Gaïa a affecté nos connaissances déjà, même si ça fait très récemment que ça a été publié. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ça touche beaucoup à mon projet personnel aussi. Donc, avant de vous parler des découvertes faites par Gaïa, je veux vous introduire ce que c'est que l'astrométrie pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, parce que c'est vraiment important pour comprendre la mission Gaïa. Donc, l'astrométrie, dans le fond, c'est l'art de mesurer la position des étoiles, si on veut, précisément. Et donc, on fait ça normalement par rapport à deux angles qu'on appelle l'ascension droite et la déclinaison. Donc, ça, c'est une vue de la position de la Terre et d'une étoile sur la sphère céleste. Et on montre les deux angles, donc alpha, qui est l'ascension droite, et delta, qui est la déclinaison. Et donc, c'est avec ces deux angles-là qu'on décrit la position des étoiles. Les astronomes amateurs savent probablement déjà ça. Ensuite, il faut savoir que les étoiles, ils sont en orbite, dans le fond, autour de la galaxie. Donc, même s'ils ne sont pas en orbite d'une autre étoile, ils se promènent sur un parcours qui ressemble à ça ici. Donc, ça forme presque une ellipse le long de la circonférence de la galaxie et ça va de bas en haut en forme de vague, comme ça. Les deux mouvements se font en même temps. Donc, si on regarde ce déplacement-là, vu à partir de la Terre, ben, on va voir les étoiles se déplacer. Comme on voit ici, l'étoile binaire 61 Cygni qui se déplace. Donc, ça, c'est les deux étoiles qui sont liées gravitationnellement ensemble, donc une étoile binaire. Et ce système-là est sur une orbite autour de la galaxie. Le Soleil aussi, on est sur une orbite autour de la galaxie, mais pas exactement la même. Donc, le résultat, c'est que, vu de notre point de vue, ben, on va voir l'étoile 61 Cygni, les systèmes d'étoiles, se déplacer par rapport à nous. Donc, ça, ce mouvement-là, on peut le détecter en prenant des images à plusieurs époques dans le temps et en mesurant la position des étoiles, puis en observant qu'elles changent par rapport aux étoiles en arrière-plan. Donc, ça s'appelle mesurer le mouvement propre. Donc, c'est la composante du mouvement là, dans la direction tangente à notre plan de vue. Et donc, Gaïa va nous permettre de faire ça, va nous permettre de mesurer des mouvements propres très, très précisément pour les étoiles, mais c'est pas tout. Donc, on pourra aussi mesurer ce qu'on appelle la parallaxe. Donc, la parallaxe, dans le fond, c'est le phénomène qu'on voit dans cette petite animation-là. Si on se déplace de gauche à droite, les objets qui sont plus proches de nous vont se déplacer plus que les objets en arrière-plan. Donc, vous pouvez voir, le cube vert se déplace vraiment moins que les autres en avant-plan. Et en fait, quand la Terre tourne autour du Soleil, il y a exactement ce phénomène-là qui se passe à mesure que l'orbite de la Terre se déplace autour du Soleil. Et donc, les étoiles qui sont les plus éloignées vont bouger très peu, mais les étoiles qui sont les plus proches de nous, ben, vont se déplacer comme ça, dans le fond, de gauche à droite. Et donc, à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, on va voir cet effet-là de déplacement. Donc, ici, je vous montre une visualisation de cet effet-là. Donc,
Si on a une étoile qui est pas exactement dans le plan d'orbite de la Terre, ça va décrire une ellipse au lieu de décrire une ligne de gauche à droite. Si on avait une étoile qui était exactement vers le haut, perpendiculaire, ben on la verrait se déplacer comme ça, en espèce de cercle. Et plus l'étoile sera loin, ben plus le déplacement sera subtil, dans le fond. Donc, si on choisit un ensemble d'étoiles très, très, très éloignées, donc dans cette image-là, ils sont appelés les étoiles d'arrière-plan, ben, on peut mesurer la position d'une étoile d'avant-plan par rapport à celle qui bouge très peu en arrière-plan. Et si on mesure précisément la position à plusieurs moments, ben, on peut mesurer ce déplacement-là, qui est dû à l'orbite de la Terre autour du Soleil, dans le fond. Et plus le mouvement sera grand, plus on saura que l'étoile est près de nous. Donc ça, c'est une méthode pour mesurer la distance des étoiles, carrément. Et c'est vraiment bien parce que ça ne dépend pas de nos suppositions sur les propriétés de l'étoile, dans le fond. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des modèles de l'évolution d'une étoile ou quoi que ce soit. C'est vraiment un phénomène de géométrie qu'on utilise. Donc, ça ici, c'est un exemple de la position mesurée en ascension droite et en déclinaison d'une naine brune qui s'appelle WISE 0939 avec un gros numéro de téléphone. Et chaque petit point bleu, c'est une détection qui a été faite dans une seule image qui est prise par le télescope WISE. Et les points bleus plus foncés, dans le fond, ben, c'est une moyenne sur toutes les images qui ont été prises à l'intérieur d'une nuit. Et quand on fait des moyennes sur des nuits qui sont à différents moments dans l'année, donc qui sont à peu près espacées chacune de 6 mois dans cet exemple-là, ben, on peut mesurer cette espèce d'ellipse dont je parlais, qui est due au mouvement de parallaxe. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a 4 nuits en fait à gauche et 4 nuits à droite qui correspondent à des époques séparées chacune de 6 mois. Et donc, l'étoile se retrouve d'un côté et de l'autre de l'ellipse. Donc, rappelez-vous que cette ellipse-là, c'est dû au mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, la période que l'étoile décrit sur cette ellipse-là, ben, c'est 1 an. Parce que c'est nous, en fait, qui se déplace, c'est pas l'étoile. Et donc, si on l'observe à chaque 6 mois, ben, on va voir l'étoile tomber à gauche et à droite de sa position. Et ce qu'on montre par-dessus ça, c'est un code informatique qui a calculé la meilleure ellipse pour représenter ces données-là en noir. Et toutes les courbes en transparent, c'est pour représenter notre incertitude qui est liée aux incertitudes de mesure. Et donc ça nous a permis de déterminer que cette naine brune-là est probablement à environ 5 parsecs, donc c'est-à-dire à peu près 15 années-lumière. C'est très, très proche du Soleil. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, la parallaxe, c'est vraiment plus facile de faire ça quand les étoiles sont proches, parce qu'on mesure un déplacement plus grand, l'ellipse est plus grande. Donc, c'est vraiment le demi-grand axe qu'on veut mesurer de cette ellipse-là. Donc, la distance qui correspond à la flèche rouge ici, qui va être inversement, dans le fond, proportionnelle à la distance de l'étoile. Donc, plus l'étoile est loin, plus l'axe sera petit. Et donc, si on met la position en ascension droite et la position en déclinaison et comment elle évolue à travers le temps pour une étoile, ben, dans chacune des deux directions, on va observer cette espèce de wiggle, donc le mouvement de va-et-vient qui est dû à l'ellipse, donc qui est dû à la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, c'est vraiment nous qui se déplace par rapport à l'étoile. Et par-dessus ça, on aura un déplacement qui ressemble à une ligne droite et qui est dû au fait que l'étoile se déplace à travers la galaxie avec une vitesse différente de la nôtre, de celle du Soleil autour de la galaxie. Et donc, étant donné qu'on n'est pas en train d'observer le déplacement de l'étoile à l'échelle des millions d'années, ben, tout ce qu'on perçoit, c'est un déplacement en ligne droite, parce qu'on ne le perçoit pas sur une assez longue durée pour voir la courbure qui correspond à l'orbite autour de la galaxie. Okay, donc, le résultat de ce qu'on observe, c'est vraiment une ligne droite et l'ellipse de parallaxe. Donc, si on regarde les deux directions séparément, ça ressemble à une ligne droite avec une vague dans chaque direction. Donc, il y a aussi une autre composante de la vitesse des étoiles qu'on ne peut pas mesurer avec cette méthode-là. Donc, si on fait un petit schéma comme ça avec le Soleil en bas et l'étoile en haut à gauche,
Ben, l'étoile aura une vitesse quelconque en 3 dimensions. Elle aura une vitesse que j'ai représentée par une flèche ici que j'ai appelée V, qui est sa vitesse totale. Mais on peut la décomposer en 2 parties. Donc, il y a sa vitesse qui est parallèle à nous, dans le fond, qui est parallèle au plan qu'on voit. Et ça, c'est le mouvement propre. Donc, on observe l'étoile à différentes positions angulaires à mesure que le temps avance. Et l'autre composante, ben, c'est la composante vers nous ou dans la direction inverse, dans le fond. Donc, on appelle ça la vitesse radiale. Donc, soit l'étoile s'en vient un peu vers nous ou soit elle s'éloigne de nous, en plus de se déplacer de façon transverse. Et donc, pour connaître la vitesse en 3 dimensions d'une étoile, il faut pouvoir mesurer les 2 composantes. Donc, il faudra combiner cette méthode-là de prendre des images à plusieurs époques avec d'autres méthodes qui vont nous permettre de mesurer la vitesse radiale. Et donc, avant la mission Gaïa, je vais vous donner une petite vue de ça ressemblait à quoi notre connaissance de la position et la vitesse des étoiles. C'était vraiment la plupart des mesures qu'on avait de distance, c'était dû à la mission Hipparcos, donc qui avait mesuré entre 1989 et 1993 à peu près 100 000 étoiles brillantes. Et donc, on avait une précision qui était quand même pas si mal pour mesurer la distance. Donc, on les donne en milliarcs-secondes. Donc, rappelez-vous, quand on mesure une parallaxe, on mesure un angle sur le ciel. Donc, on mesure la taille de cette ellipse-là dont je vous parlais. Et 1 milliarc-seconde, ben, ça veut dire qu'on est capable de détecter les ellipses qui sont aussi petites que 1 millième d'arc-seconde en taille. Et un arc-seconde, ben, c'est un 3600e de degré, dans le fond. Donc, un degré sur le ciel contient 3600 arc-secondes. Et donc, c'est quand même un très petit chiffre, là, un milliarc-seconde. Et cette mission-là a été vraiment le moteur de beaucoup de publications pendant un grand nombre d'années. Et ça a mené à 2500, en fait, publications scientifiques en l'espace de 20 ans. Et donc, ça a été utilisé quand même vraiment très beaucoup pour faire toutes sortes de sciences. Et ça, c'est ce qu'on avait de mieux vraiment avant Gaïa. Et donc ici, je vous donne une vue de, à travers les années, c'était quoi la précision typique qu'on avait pour mesurer les distances des étoiles. Et donc, vous pouvez voir, ça remonte jusqu'à Tycho Brahe dans le passé, où on avait une précision de quelques dizaines de secondes d'arc. Et on est passé à Hipparcos à peu près le milliarc-seconde. Et vous pouvez voir toute l'évolution entre les deux, là, à mesure que la technologie s'améliorait. Ben, dans ce graphique-là, Gaïa représente un gros saut en avant. Donc, un saut vraiment soudain. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, les observations de Gaïa ont commencé autour de 2013 et la première publication de ces données a été faite en 2016 et elle contenait 1 milliard d'étoiles, dans le fond. Donc, c'est 100 000 fois plus que Hipparcos. Donc, c'est pas une petite augmentation, c'est vraiment une augmentation dramatique. Et non seulement c'est plus d'étoiles qui ont été mesurées, mais c'est aussi de façon plus précise. Donc, la précision de Gaïa, au lieu d'être d'un milliarc-seconde, ben là, on parle de 25 micro-arc-secondes. Donc, un micro-arc-seconde, c'est un millionième d'arc-seconde. Donc là, on parle vraiment d'une précision extrême. Donc, c'est le genre de précision angulaire qui est tellement bonne que si on pouvait prendre une image avec cette résolution-là, si on était capable de voir des angles aussi petits dans une image, ben, on serait capable de voir avec une résolution de 5 cm à la surface de la Lune. Donc, on pourrait carrément prendre des photos des drapeaux, du drapeau américain sur la Lune. Donc, c'est vraiment, si vous êtes déjà assis pour réfléchir à ça, c'est vraiment très, très, très difficile de faire ça. C'est un tout petit angle parce que la Lune est quand même vraiment très loin de la Terre en termes d'angle. Et ça fait seulement 3 ans que cette mission-là est sortie et on a déjà plus de 1700 publications. Donc, ce chiffre-là augmente très rapidement, là, donc il est probablement déjà plus à jour. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait dépassé le 2000 publications déjà. Donc, ça va
vraiment, ça génère une quantité de publications qui est vraiment plus grande que Hipparcos. Donc, la première publication de données qui a été faite en 2016, le 14 septembre 2016, nous a donné un aperçu, dans le fond, de la mission. Donc, c'était basé sur le catalogue Tycho. Et donc, ça nous a donné la distance précise à toutes ces étoiles-là. Donc, c'est à peu près 2 millions d'étoiles. Et le Data Release 2 est sorti en 2018, le 25 avril. Et c'est ce Data Release-là qui nous a vraiment fait le plus gros effet sur, entre autres, mon domaine de recherche, qui est les associations d'étoiles jeunes, mais aussi plein d'autres domaines de recherche. Donc, c'est vraiment, le Data Release 1, c'était juste un avant-goût. Le Data Release 2, là, ça, c'est vraiment beaucoup de données, puis on est encore en train de s'en remettre et on aura d'autres data releases qui vont arriver entre-temps. Donc, on a 1,6 milliard de positions d'étoiles très, très précises sur le ciel. On a 1 milliard de mesures de distance et de mouvement propre dans cette publication de données. Et on a même des mesures de vitesse radiale dont je vous avais parlé, la composante de la vitesse qui est dans notre ligne de visée. On a cette mesure-là pour 7 millions d'étoiles. C'est un nombre beaucoup plus petit parce que c'est une mesure beaucoup plus difficile à faire qui est faite avec une autre technique complètement. Mais pour ces 7 millions d'étoiles-là, ben, on est capable de reconstruire la vitesse en 3D. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Donc, la prédiction finale quant à la précision de la mission Gaia est montrée en rouge. Donc, en gros, on parle de précision là, en fractions de milliarcs-secondes. Et en fonction de la brillance des étoiles, ben, on voit que plus une étoile est faible, donc plus les magnitudes, c'est une échelle logarithmique. Plus le chiffre est grand, plus l'étoile est faible. Et donc, plus l'étoile est faible ici dans la magnitude, dans la direction horizontale du graphique, moins la précision est bonne. Et donc, notre erreur sur la mesure en milliards de secondes augmente. Donc, la prédiction finale en rouge, c'est ce qu'on s'attend à avoir quand la mission sera complétée. Et à la deuxième publication de données en 2018, on voit ce qu'on avait atteint en bleu. Donc, on voit que la précision s'approche, mais n'a pas encore atteint la prédiction finale. C'est normal parce que le télescope est encore en train d'observer des étoiles et de prendre des mesures. Donc, on n'a même pas encore atteint la précision finale, mais c'est quand même déjà une révolution là, dans notre domaine de l'astrophysique. Et donc, si on ajoute Gaia sur le graphique que je vous avais montré avant, de à quelle vitesse notre précision s'améliore en fonction du temps, vous pouvez voir que c'est vraiment un gros saut là, par rapport à Hipparcos et même par rapport à la tendance générale. Là. Donc, c'est un gros saut discontinu en une petite période de temps en termes de précision. Donc ici, je vous montre par rapport à une image de notre galaxie, c'est quoi les distances typiques où est-ce qu'on est capable de mesurer la distance d'une étoile avec Gaia. Et donc ça, c'est pour une étoile d'un type spectral G0, donc d'une température relativement similaire au Soleil. Donc ça vous montre en fonction de la précision, c'est quoi la distance à laquelle vous pouvez détecter la parallaxe des étoiles qui ressemblent au Soleil. Donc si par exemple, vous voulez avoir une précision de 1 microarc-seconde, mais ça vous montre le cercle. C'est jusqu'à quelle distance que vous pouvez mesurer l'étoile. Donc, ce qui est vraiment intéressant de cette figure-là, c'est qu'on voit qu'on est en train d'observer une fraction qui est significative de la galaxie. Donc, on ne parle pas d'une toute petite région autour du Soleil, là, on parle vraiment d'un gros morceau de la galaxie où est-ce qu'on a des mesures très précises de la position et de la distance des étoiles. Donc, ça va vraiment nous permettre de faire une carte de notre galaxie, dans le fond, qui est la plus précise qui a jamais été faite. Donc, je vous montre un exemple d'une vue de notre voisinage solaire qui a été construite à partir des vraies données Gaia par une équipe du American Museum of Natural History. Donc, on a une espèce de petit modèle du Soleil au milieu.
Et autour, ben, on voit toutes les étoiles du voisinage avec leur véritable vitesse en 3D, telle qui a été mesurée par Gaïa. Donc, vous pouvez voir, si vous êtes très observateur, qu'il y a des petits groupes d'étoiles qui se déplacent ensemble. On voit bien, en fait, un groupe proche de nous qui s'appelle les Pléiades et un autre encore plus proche qui s'appelle les Hyades. Et c'est des petits groupes d'étoiles qui se déplacent ensemble. Donc, c'est des associations d'étoiles. Donc, je vais couvrir quelques découvertes différentes qui ont été faites par Gaïa. Je vais y aller par domaine, dans le fond. Donc, il y a plusieurs domaines, comme vous allez voir, qui ont été très affectés par Gaïa. Donc, on va commencer par l'astrophysique stellaire. Donc, l'astrophysique stellaire, c'est l'étude des propriétés des étoiles. Donc, comment est-ce que les propriétés des étoiles évoluent, par exemple, dans le temps. C'est à quoi ressemble la structure interne d'une étoile chaude ou d'une étoile froide. C'est toutes des questions de l'astrophysique stellaire. Donc, une quantité qui est très importante quand on fait de l'astrophysique stellaire, c'est le diagramme Hertzsprung-Russell qui peut être approximé avec ce qu'on appelle des diagrammes couleur-magnitude. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, idéalement, pour avoir un diagramme Hertzsprung-Russell, on mettrait la température des étoiles dans l'axe X horizontal et on mettrait leur luminosité absolue dans l'axe vertical. Et ça nous donnerait une espèce de ligne qui ressemble à ce qu'on voit ici dans cette figure-là. En fait, c'est vraiment difficile de mesurer la température des étoiles. Et donc, au lieu de faire un diagramme Hertzsprung-Russell, ce qu'on fait, c'est que on met la couleur des étoiles dans l'axe horizontal et ça nous donne une approximation de la température. Donc, ce qui a une couleur très rouge correspond à des étoiles plus froides et correspond à des points plus à droite sur cette figure-là. Donc, ce qui se trouve à gauche, c'est des points plus bleus et donc des étoiles plus froides. Et donc, dans l'axe vertical, ce qu'on a mis, c'est la magnitude, dans le fond, absolue qui a été détectée par Gaïa. Et ça, c'est-à-dire que c'est la quantité de flux qu'on a reçu par l'étoile, la quantité de flux lumineux, qu'on corrige pour faire semblant qu'on serait à une distance fixe de l'étoile. On peut faire ça parce qu'on connaît la distance de l'étoile à cause que Gaïa l'a mesurée avec la méthode de la parallaxe. Et donc, on se retrouve à reproduire quelque chose de très similaire à un diagramme Hertzsprung-Russell. Au lieu d'utiliser la température et la luminosité absolue, ben, on utilise les couleurs et la magnitude Gaïa absolue. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que les étoiles tombent la plupart le long d'une séquence. Et on appelle ça la séquence principale, donc là où presque toutes les étoiles tombent sur ce graphique-là. Par contre, il y a d'autres régions vraiment très intéressantes. Donc là, je vous les montre toutes en même temps, mais certaines qui sont les plus intéressantes, c'est par exemple au-dessus de la séquence principale, vous pouvez voir une région qui correspond à des étoiles géantes rouges. Et si vous regardez complètement en bas à gauche, on voit un petit début de séquence. Là, ça correspond à des naines blanches. Et si vous regardez complètement en haut à gauche, le long de la séquence principale, bien, vous êtes en train de regarder des étoiles très chaudes, très massives, qui sont très grandes. C'est pour ça qu'elles sont très lumineuses et très chaudes. Et si vous regardez tout en bas à droite, ben là, vous vous retrouvez à regarder des naines rouges ou même des naines brunes si vous allez encore plus loin. Et ça correspond à, les naines rouges correspondent à des étoiles qui sont très, très froides et très, très petites. Donc, en fait, selon la masse d'une étoile, elle va se retrouver à un différent point sur ce qu'on appelle la séquence principale. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette figure-là en particulier, c'est que elle a été faite avec des associations d'étoiles dont l'âge est connu. Donc, la couleur des symboles sur le graphique correspond à un âge différent. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les étoiles très, très jeunes, qui sont en bleu, celles qui sont des naines rouges se retrouvent au-dessus de ce qu'on appelle la séquence principale et sont plus brillantes que la séquence principale. Et ça, c'est dû au fait qu'elles sont beaucoup plus grosses parce qu'elles se sont formées récemment et ils sont encore en train de se contracter, ces étoiles-là. Donc, ça nous informe directement sur
l'évolution des propriétés des étoiles. Donc, c'est un exemple de comment ce diagramme-là nous informe de l'évolution des étoiles. Un autre exemple qui est vraiment intéressant, c'est regarder les géantes rouges qui sont en haut à gauche sur cette image-là. Vous pouvez voir que les points de différentes couleurs tombent à différentes régions dans le graphique. Et donc, c'est dû au fait que les étoiles massives vont mourir avant les étoiles de petite masse. Et plus une étoile est massive, en fait, plus elle va mourir rapidement et devenir une géante rouge. Et donc, si on regarde un ensemble d'étoiles très, très, très jeunes, donc les points bleus, vous pouvez voir que les étoiles, même massives, sont encore le long de la séquence principale. Et ça, c'est parce qu'ils sont encore en train de brûler de l'hydrogène dans leur cœur. Ils sont encore en vie, si on veut. Et donc, si on regarde des associations d'étoiles un peu plus vieilles, donc on regarde les points verts, jaunes ou même orange, ben là, on se retrouve à des points où est-ce que les étoiles les plus massives sont en train de mourir, sont en train de s'en aller sur la séquence des géantes rouges. Et si on regarde les associations les plus vieilles dans cette image-là, donc les points les plus foncés, donc vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus des étoiles qui sont en train de mourir vers la séquence des géantes rouges. Donc, plus on avance dans le temps, plus il y a une longue partie, dans le fond, de la séquence principale où est-ce que les étoiles sont en train de mourir et de s'en aller vers les géantes rouges. Donc, on appelle ça un peu un décollement de la séquence principale, dans le fond. Donc, pour un groupe très, très jeune, toutes les étoiles sont sur la séquence principale, mais à mesure qu'une association d'étoiles vieillit, ben, les étoiles les plus massives meurent, s'en vont sur la séquence des géantes rouges, et on a ce décollement-là graduel de la séquence principale. Et donc, le bout le plus brillant de la séquence principale s'en va vers les géantes rouges, dans le fond, à mesure que les étoiles très massives meurent. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec les points les plus bleus. Ils sont les plus à gauche sur la séquence des géants, dans le fond. Si on va à l'autre extrême et qu'on regarde des amas globulaires très, très, très vieux, ben, le diagramme est complètement différent. Et ça nous informe encore une fois sur les propriétés physiques des étoiles dans ces amas-là. Donc, on observe en fait un peu la même chose qu'avant, dans le sens que c'est encore une séquence principale avec une séquence de géantes, mais on se retrouve à avoir presque toute la séquence principale qui a décollé. Donc, presque toutes les étoiles ont commencé à mourir parce que c'est un amas qui est très, très, très vieux. Et donc, toutes les étoiles, sauf les moins massives de l'amas, ont déjà commencé à devenir des géantes rouges pour mourir. Et on a même une espèce de nouvelle branche qu'on voit, la ligne horizontale là, qui s'en va vers le bas à gauche. Ça, c'est la ligne, donc c'est la séquence des, on appelle ça géantes bleues. Et donc, ces géantes-là sont en train de s'en aller vers les naines blanches, dans le fond. Donc, ça correspond à la fin de l'évolution des géantes rouges qui deviennent des naines blanches graduellement. Et donc, quand on regarde un amas globulaire très, très, très vieux, ben, on voit une séquence qui est complètement différente dans le diagramme couleur-magnitude. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que dans cette version-là du diagramme, on a coloré les points selon la métallicité des étoiles. Et donc, la métallicité, ça nous dit combien d'éléments lourds sont présents dans l'atmosphère de l'étoile. Donc, les éléments lourds, dans le fond, c'est tout ce qui n'est pas de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium. Et donc, tout ce qui est des éléments plus lourds que ça. Donc, on peut parler de carbone, d'oxygène, de fer, par exemple. Et donc, plus les étoiles sont riches en éléments lourds, plus on a utilisé des symboles rouges. Et vous pouvez voir que ça déplace complètement la position des étoiles dans le diagramme couleur-magnitude. Et donc, ce diagramme-là est très utile pour nous parce que même pour une étoile vraiment très vieille dans un amas globulaire, ben, sa position dans le diagramme nous donne de l'information sur sa composition, donc sur la fraction de métaux qu'il y a dans l'étoile. Donc, vous pouvez voir ici les différentes régions du diagramme qui sont identifiées. Donc,
On a la séquence principale, comme j'ai dit, qui est en bas. Donc ça, c'est les étoiles qui sont pas encore mortes et donc les étoiles les moins massives parce qu'on regarde une association très vieille. Il y a la séquence des géantes rouges qui prend maintenant presque toute la place dans le diagramme. Et on a la branche horizontale bleue, des étoiles géantes qui sont en train de devenir des naines blanches. Donc, ça correspond à un moment dans leur vie où est-ce qu'il y a du brûlage d'hélium dans l'étoile. Donc, ça, c'est très court. Donc, tout ça pour dire, en fait, que le diagramme couleur-magnitude, ou de façon équivalente, le diagramme Hertzsprung-Russell, est très, très important pour comprendre les propriétés intrinsèques des étoiles. Et pour pouvoir construire ce diagramme-là, ben, il faut qu'on connaisse la distance des étoiles. Parce que rappelez-vous, la position verticale d'une étoile dans ce diagramme-là, c'est sa luminosité absolue. Sa luminosité si on était à une distance fixe de l'étoile. Et donc, si on observe un point lumineux dans le ciel et qu'on n'a pas de mesure de parallaxe, supposons qu'on n'a pas Gaïa, si le point est très brillant, ben, on ne sait pas si c'est parce que l'étoile est intrinsèquement très brillante ou si c'est parce qu'elle est juste proche de nous. Donc, il faut vraiment avoir une mesure de la distance pour savoir la brillance intrinsèque de l'étoile, qui va nous permettre de la placer dans le diagramme couleur-magnitude. Un autre aspect de l'astro qui a été fortement affecté par Gaïa, c'est les associations d'étoiles jeunes. Et ça, c'est une branche qui me touche directement. Donc, c'est en grande partie la recherche que je fais. Donc, imaginez-vous un nuage moléculaire qui va former des étoiles. La façon dont ça se produit, c'est qu'on a un nuage moléculaire qui, comme toutes les étoiles dans la galaxie, a une orbite autour de notre galaxie. Donc, on a un nuage très, très froid et qui va se promener autour de la galaxie. Et à un moment donné, il va s'effondrer sur lui-même et former plein d'étoiles d'un coup. Et ces étoiles-là vont continuer de se déplacer dans la même direction que le nuage se déplaçait, mais avec le temps, les étoiles vont se faire tirer à gauche et à droite par toutes les autres étoiles dans la galaxie qu'ils vont rencontrer et ils vont finir par se faire dévier et ils vont finir par avoir des directions complètement aléatoires. Donc, si je fais une petite animation de ça, on a le nuage qui était sur une certaine orbite, qui forme des étoiles sur une orbite similaire, mais à force de faire des rotations autour de la galaxie, ils vont finir par avoir des vitesses complètement aléatoires. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que si on attrape un groupe d'étoiles qui s'est formé récemment et qu'on l'attrape avant qu'il ait fait trop de rotation autour de la galaxie, ben, tous les membres de cette association-là auront encore toutes les mêmes vitesses parce qu'ils sont encore sur la même orbite autour de la galaxie. Et donc ici, je vous montre des exemples de 4 associations jeunes dont les membres sont mis sur une carte du ciel. Et en traits rouges, dans le fond, les lignes rouges correspondent à les trajectoires individuelles de chaque étoile si on attendait plusieurs millions d'années et qu'on mesurait leur position sur le ciel en fonction du temps. Et donc, vous pouvez voir que si on faisait avancer le temps, là, les étoiles s'en vont toutes vers une direction dans le ciel qui est la même. Et ça, en fait, c'est un effet qu'on appelle de projection. Donc, imaginez-vous que on est sur la Terre. Dans le fond, on est tout à quelque part en 3D dans l'univers. Et on a plein d'étoiles autour de nous qui passent autour de nous et qui ont toutes la même vitesse. Ben, ils vont apparaître comme s'ils s'en allaient toutes dans la même direction quand on les met sur une carte du ciel. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc, chacune de ces associations-là s'en va dans une direction spécifique sur le ciel. Et on est en train de voir tous ces membres passer autour de nous. Et dans le cas le plus spectaculaire, si on veut, en bas à droite, on a l'association AB Doradus qui va passer partout autour de nous parce que, en fait, l'association AB Doradus est très, très grande et en ce moment est tellement proche du Soleil que les membres sont partout autour du Soleil. Donc, physiquement, on se trouve en plein milieu de cette association-là. En fait, l'association AB Doradus est en train de passer autour du Soleil. Et donc, à l'époque actuelle, si je faisais pause là, sur la vidéo,
À l'époque actuelle, c'est ce qu'on voit ici en bas à droite, la position des membres de AB Doradus sont partout sur le ciel. Et ça, c'est vraiment parce qu'on est physiquement en plein milieu de l'association. Et donc, même si on ne s'est pas formé en même temps que ces étoiles-là, même si le Soleil ne s'est pas formé en même temps, c'est juste leur trajectoire, la trajectoire du Soleil et des étoiles d'Ab Doradus qui est en train de se croiser, dans le fond. Et donc, en ce moment, on peut voir des membres de AB Doradus vraiment partout dans le ciel. Et Une donc, question. je vais vous montrer. Oui, Désolé vas-y. de déranger, mais ça me galope dans la tête. Avec ce que Gaïa a trouvé, est-ce qu'on a fini par trouver la fratrie du Soleil ou pas? Pas à ce que je sache, en fait. Donc, un gros problème de découvrir la fratrie du Soleil. Donc, en gros, ce que tu demandes, c'est si on traçait en arrière la trajectoire du Soleil, est-ce qu'on pourrait retrouver toutes les étoiles qui se sont formées en même temps que le Soleil au sein du même nuage moléculaire? Le problème, c'est que même avec Gaïa, même avec la précision extrême qu'on a, on ne peut pas reculer dans le temps 4,5 milliards d'années. Ça serait vraiment beaucoup d'orbites autour de la galaxie et il faudrait connaître avec précision chaque étoile que le Soleil a rencontrée et exactement comment chaque étoile l'a dévié avec son attraction gravitationnelle. Et donc, plus tu reviens en arrière, plus c'est difficile de connaître exactement la trajectoire précise du Soleil. Et c'est à peu près impossible de reculer en arrière 4,5 milliards d'années, peu importe la précision qu'on a, parce que c'est un système qu'on appelle qui est chaotique. Donc, il y a tellement d'étoiles différentes qui vont avoir affecté la trajectoire du Soleil que on ne peut pas reculer très, très loin dans le temps. Donc, en utilisant la dynamique des étoiles, en utilisant la vitesse, dans le fond, et la trajectoire du Soleil, on n'est pas capable de faire ça. Et à cause de ça, la seule méthode qui nous reste, c'est de chercher d'autres étoiles avec exactement la même composition chimique que le Soleil. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Déjà, les étoiles qui se forment dans différents nuages moléculaires peuvent avoir des compositions chimiques qui sont relativement semblables. Et non seulement ça, c'est extrêmement difficile de mesurer précisément la composition chimique des étoiles qui ont des propriétés un tout petit peu différentes que le Soleil. Donc, imaginez une étoile qui est un peu plus massive que le Soleil, qui se serait formée en même temps que le Soleil dans le même nuage moléculaire. Ben, on n'est juste pas capable de mesurer la composition de ce type d'étoile-là très, très, très précisément. Donc, les groupes de recherche qui essaient de trouver la fratrie du Soleil se retrouvent à prendre une fourchette de température autour de la température du Soleil qui est extrêmement étroite. Donc, en fait, on est en train de rechercher les autres étoiles qui ont exactement la même température que le Soleil et celles qui ont exactement la même composition chimique que le Soleil. Et c'est en faisant ça qu'on essaie de retrouver les étoiles qui se sont formées dans le même nuage moléculaire que le Soleil. Mais c'est extrêmement difficile de faire ça en pratique. Et Gaïa nous aide à mesurer les propriétés fondamentales des étoiles, mais ne va pas nous aider à cibler les trajectoires des étoiles aussi loin en arrière. Et donc, de rien. Donc, c'est pas un, comme on dit, c'est pas un smoking gun, là. Donc, c'est pas une méthode à tout casser pour retrouver la fratrie du Soleil. Donc, revenons aux associations jeunes. Donc, dans le fond, là, ce que je vous montre ici, c'est une vue du plan de la galaxie qui est comme coupée par la tranche. Et l'étoile bleue sur ce graphique-là, c'est la position du Soleil. Et ce qu'on voit autour, c'est des régions qui contiennent des étoiles très, très jeunes. Donc, des étoiles qui se sont formées très récemment. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le Soleil se trouve un peu dans un trou entre ces régions-là. Et ça, c'est une autre façon de dire ça, c'est qu'il n'y a pas d'étoiles extrêmement jeunes en train de se former pas loin de nous. Mais vous pouvez voir qu'il y en a qui sont en train de se former le long du disque de la galaxie. Okay? Donc, partout le long de ce disque-là, on a des espèces de régions, donc des poches où on a plein d'étoiles en train de se former. Donc, si on se déplace et qu'au lieu de regarder par la tranche, on regarde à partir du haut, bien là, on peut voir qu'il y a quand même une certaine structure. Il n'y a pas des étoiles en train de se former uniformément partout dans le disque de la galaxie. C'est vraiment certaines régions où est-ce qu'on a des poches de formation. Et donc,
Ça, c'est des régions bien connues. Donc, on a la région Scotiaine, qui est la plus proche du Soleil, avec des étoiles en train de se former. Et il y a les régions Taurus, Orion, que vous connaissez probablement. Ben, maintenant, on a une vue quand même assez précise de leur position exacte avec Gaïa. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller regarder les étoiles qui sont un peu plus vieilles. Donc, en fait, la façon dont cette carte-là a été construite, c'est de faire un diagramme couleur magnitude ou un diagramme Hertzsprung-Russell dont je vous parlais avant et de regarder toutes les étoiles qui sont pas encore tombées sur la séquence principale. Quand on regarde les étoiles très peu massives, donc j'avais mentionné que les étoiles très peu massives qui sont des naines rouges, celles qui sont très jeunes, sont un peu plus brillantes que ce qu'on s'attendrait parce qu'ils sont encore en train de se contracter, leur rayon est plus grand. Donc, si on construit un diagramme couleur magnitude comme ça avec les étoiles Gaïa et qu'on sélectionne seulement les étoiles peu massives qui sont un peu trop brillantes, ben on se retrouve à sélectionner des étoiles de quelques centaines de millions d'années. Donc, des étoiles relativement jeunes. Et donc, ce que ce groupe de recherche-là ont fait, c'est ils ont sélectionné ces étoiles-là dans un diagramme couleur magnitude et ils ont regardé où est-ce qu'ils se trouvent dans le plan de la galaxie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des surdensités. Donc, il y a des régions où est-ce qu'il y en a plus que d'autres. Et donc, comme attendu, il y en a plus qu'on... il y a une surdensité vis-à-vis Scotiaine, il y en a une autre vis-à-vis Orion. Donc, toutes les associations très jeunes qu'on connaît, il y a, comme on s'attendrait, des surdensités d'étoiles jeunes, mais il y en a aussi d'autres. Donc, il y a aussi d'autres petites poches qui sont moins denses, mais qui correspondent à des associations plus petites qu'on connaissait pas nécessairement, donc plus proches du Soleil. Donc, on peut utiliser cette carte-là pour essayer d'identifier des nouvelles associations d'étoiles. On peut aussi aller encore plus proche. Donc, prenez le cercle rouge que vous voyez ici et imaginez que on va l'étendre et donc pour voir une vue de plus proche. Donc, j'ai placé une étoile bleue au centre qui correspond à la position du Soleil et chaque cercle de couleur, chaque ellipse de couleur correspond à une association d'étoiles jeunes qu'on a cataloguées auparavant. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment une certaine structure. Donc, il y a beaucoup d'associations jeunes qui se retrouvent le long d'une espèce de ligne en bas à gauche. Et il n'y a presque pas d'associations jeunes dans la région à droite du graphique qu'on voit ici. Et donc, ça, c'est vraiment une autre façon de dire que les régions qui contiennent des étoiles jeunes se trouvent seulement à certains endroits dans le disque de la galaxie. Et il y a des endroits où est-ce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et si vous regardez vraiment proche du Soleil au milieu, il y a un cercle bleu qui est identifié par ABDMG. Et ça, en fait, c'est l'association AB de radius dont je vous ai parlé tantôt. Et cette association-là, comme j'ai dit, est très, très grande et très, très proche du Soleil en ce moment. Et c'est pour ça qu'on peut voir de ses membres dans toutes les directions, parce qu'il nous englobe, dans le fond. Et donc, ici, je vous montre une vue en 3 dimensions de tous les membres de ces associations jeunes-là, très, très proches du Soleil, avant Gaïa. Et après Gaïa, donc, on a une tonne d'étoiles de plus. Et en fait, remarquez que celles après Gaïa ont tendance à avoir des couleurs plus rouges dans cette image-là. Et ça, c'est dû au fait que j'ai assigné des couleurs à chaque étoile qui correspondent aux vraies couleurs vues par Gaïa, dans le fond, qui est en longueur d'onde visible. Et donc, les étoiles qui sont plus rouges, c'est des étoiles plus froides. Ça correspond à des étoiles plus petites. Et la raison pourquoi, avant Gaïa, on n'a presque que des étoiles très blanches ou très bleues, c'est qu'on ne voit que les étoiles les plus massives et les plus brillantes, parce que c'est celles qui étaient suffisamment brillantes pour avoir été mesurées par Hipparcos. Donc, leur distance avait été mesurée par la mission Hipparcos. Tandis que la mission Gaïa, qui peut aller voir des étoiles beaucoup plus faibles, nous permet d'aller trouver toutes les étoiles les plus petites et les plus petites et les plus froides dans ces associations-là. Et là, ce qui se passe ici, c'est qu'on a arrêté la caméra et qu'on fait avancer les étoiles dans le temps. Et donc, on voit leur trajectoire en 3D. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que on a une douzaine d'associations à peu près là, distinctes autour du Soleil qui ont chacune
leur direction. Donc, chaque association part dans une direction quand j'allume le temps, dans le fond. Et vous pouvez voir qu'il y a une des associations très, très proche, là, donc vers la droite en ce moment. Ça correspond aux Pléiades, si je ne me trompe pas. Et quand on va allumer le temps, on va voir les Pléiades se déplacer vers la gauche. Donc, ils se déplacent tous ensemble. Et toutes les autres étoiles dans le voisinage qui sont jeunes, ben, correspondent toutes à une association distincte qui fait partie d'une de ces dizaines d'associations-là. Donc, on a des étoiles qui ont l'air de s'enchevêtrer dans leur position, qui ont l'air de tomber une par-dessus l'autre. Et il faut vraiment utiliser l'information de leur vitesse pour savoir à quelle des associations elle appartient. Donc, c'est vraiment en combinant la position et la vitesse de l'étoile qu'on va être capable de dire, ah, par exemple, cette étoile-là faisait partie de l'association AB de Radius. Donc, tous les membres de AB de Radius dans cette image-là partiraient toutes dans la même direction, si on les ciblait toutes. Donc, qu'est-ce qui arrive si on met les membres d'une seule association dans un diagramme couleur-magnitude? Ben, ils vont tous tomber sur une petite ligne très mince. Donc, ici, je vous montre en rouge puis en bleu tous les membres d'une association jeune. La seule distinction entre rouge et bleu, c'est pas très important ici. Donc, en bleu, c'est les membres confirmés et en rouge, c'est les membres qui manquent un peu d'observation pour les confirmer. Mais c'est toutes des étoiles qu'on pense qui appartiennent à la même association. Et si on compare ça avec n'importe quelle autre étoile dans notre voisinage, ce serait les points noirs dans cette figure-là. Et donc, ce qu'on voit, en fait, l'effet dominant ici, c'est que, premièrement, on n'a pas de géante quand c'est une association jeune. Elle est trop jeune pour que les étoiles, même les plus massives, aient commencé à mourir et s'en aller sur la séquence géante. Mais si, en plus, si on regarde tout en bas à droite, donc on regarde les étoiles les plus froides et les moins brillantes, ben ça correspond à des étoiles de très petite masse. Okay? Donc, des étoiles de, par exemple, 10% de la masse du Soleil. Et leur position dans le diagramme est plus haute verticalement par rapport aux étoiles de la galaxie, à toutes les étoiles de la galaxie. Et ça, c'est dû au fait que ce sont des étoiles plus jeunes. Comme j'avais mentionné, les étoiles de petite masse, aux âges qui correspondent à ces associations jeunes-là, ils n'ont pas fini de se contracter. Donc, ils sont encore trop grosses par rapport aux étoiles plus vieilles. Et donc, ils nous apparaissent plus brillantes, tout simplement parce qu'ils sont plus grosses. Et c'est pour ça qu'ils vont être surélevés dans ce graphique-là par rapport aux étoiles vieilles. Donc, ici, je vous montre toutes les étoiles qu'on connaissait à l'intérieur de 100 parsecs qui sont jeunes avant et après Gaïa. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avant Gaïa, il y avait beaucoup moins d'étoiles dans ce diagramme-là et ils étaient toutes concentrées en haut à gauche du diagramme, presque. Et ça, c'est parce que c'était des étoiles qui étaient surtout très massives et très brillantes. Et c'est pas surprenant parce qu'on était seulement capable de mesurer la position précise des étoiles brillantes avec Hipparcos. Mais maintenant qu'on a aussi Gaïa, ben là, on a ajouté une vraiment grande quantité d'étoiles de petite masse, donc en bas à droite sur ce graphique-là. Donc, Gaïa nous permet vraiment de compléter les séquences des associations jeunes et de compléter leur population pour pouvoir les étudier beaucoup plus en détail. Donc, un exemple d'un article scientifique qui a été publié très récemment, c'est une étude de l'association jeune qui s'appelle Coma Berenices. Donc, c'est une association jeune, entre guillemets, et comme d'un âge intermédiaire, de entre 600 millions d'années à 800 millions d'années. Avant Gaïa, on connaissait seulement 40 étoiles dans cette association-là, qu'on était sûr que c'était des membres. Mais depuis que Gaïa a été publié, maintenant, on en connaît 150. Donc, on connaissait seulement la pointe du iceberg de chacune des associations jeunes dans notre voisinage. Et c'est vraiment avec Gaïa qu'on est capable d'aller chercher la majorité des membres qui nous manquaient. Et donc, ça nous permet vraiment d'amener un nouveau niveau, l'étude des associations jeunes. Un autre exemple, c'est la région Upper SCO. Donc, c'est un des sous-groupes qui fait partie de ce que j'avais appelé SCO-SEN plus tôt dans ma présentation.
Donc, avec la mission Gaia, ça a permis à une équipe dirigée par Kevin Luhmann de détecter un très grand nombre de nouveaux membres dans Upper SCO. Donc, ce que je vous montre à gauche, c'est une carte du ciel qui est centrée sur la région Upper SCO. Et les cercles rouges, ce sont les membres qui étaient connus avant Gaia. Les petits points verts, ce sont les nouveaux membres détectés par Gaia. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, là, des nouveaux membres qui ont été détectés par Gaia. Et avant la mission Gaia, on les voyait, ces étoiles-là, sur une carte du ciel. Mais on n'était pas capable de différencier les étoiles d'arrière-plan, d'avant-plan, des étoiles qui étaient dans l'association Upper SCO. Et donc, c'est seulement avec Gaia, en connaissant la distance de l'étoile, et donc la position en 3D, qu'on est capable d'aller dire « Ah, celle-là fait partie d'Upper SCO, celle-là non ». Donc là, on est vraiment capable d'aller… Oui, vas-y. Avec ce que vous avez, parce que je m'excuse de vous interrompre parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on peut embarquer, mais avec Gaïa, est-ce qu'on est arrivé à trouver notre position dans la Voie lactée? Est-ce qu'on est entre deux bras ou sur le bout d'un bras ou comment qu'on est placé? Ben, en fait, de notre point de vue, ce qu'on mesure, c'est plus les bras par rapport à nous. Donc, ça n'a pas changé drastiquement, ces mesures-là. Ce que ça fait, c'est plutôt… ça va nous montrer la structure fine des bras. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas se rendre compte tout d'un coup, ah, on était en plein milieu d'un bras alors qu'on pensait qu'on était entre les deux. Si je ne me trompe pas, on est plutôt entre deux bras, là. On est comme pas, on est vraiment comme dans une région avec moins de densité, mais la mission Gaïa ne va pas complètement changer la position qu'on pensait qu'on avait par rapport aux bras. Plutôt, elle va détailler toute la structure, dans le fond, là, des bras. Donc, on va pouvoir être capable de voir quelles régions des bras ont plus ou moins d'étoiles. Mais on va y revenir. Je vais vous montrer, en fait, une vue en 3D des bras de la galaxie vue par Gaïa, un peu plus loin dans ma présentation. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est une autre association qui s'appelle les IAD. Cette association-là est un peu plus jeune, mais est très, très, très proche du Soleil. Donc, c'est une association relativement bien connue, ou en tout cas qu'on pensait qu'on connaissait très bien. Mais depuis Gaïa, on s'est rendu compte de quelque chose de très intéressant. Donc, ici, je vous montre une position là, le long des… donc, ici, on se trouve en haut du plan de la galaxie et on regarde vers le bas, le plan de la galaxie. Au centre de l'image, on a le Soleil. Et les points rouges, ce sont les membres des IAD, et donc ils sont un peu décalés par rapport au centre parce qu'ils sont un peu, ils sont pas exactement où nous on se trouve. Donc, les points rouges, ce sont les membres des IAD, et ce qu'on s'est rendu compte avec Gaïa, c'est que les IAD ont ce qu'on appelle une queue, une tidal tail en anglais, donc une queue de marée en français. Et ça, c'est deux régions qu'on voit ici en vert et en bleu qui correspondent à des étoiles qui étaient membres des IAD, qui sont en train de se faire arracher aux IAD. À force que l'association se promène autour de notre galaxie, elle va se faire tirer à gauche et à droite, comme on avait mentionné avant, et les membres vont se faire arracher tranquillement de l'association. Et c'est ça qui forme les queues de marée qu'on observe là. Et normalement, on ne voit pas ça autour des associations très jeunes. Et c'est à cause que les IAD, c'est une association un peu plus vieille qu'on est capable de voir ça. On n'avait pas remarqué avant qu'il y avait ces queues de marée-là pour la simple raison que si je plaçais toutes les étoiles sur cette figure-là, ben, les queues de marée ne paraîtraient pas vraiment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles. Donc, ils sont cachés par plein, plein, plein d'autres étoiles. Et c'est seulement en ayant leur vitesse en 3 dimensions qu'on est capable d'aller faire ressortir lesquels ont la même vitesse que les IAD ou non, et d'aller voir que les IAD, en fait, c'est pas juste un cœur très dense, c'est aussi deux queues de marée autour. Et on a aussi trouvé une queue de marée pour l'association Coma Berenices, que j'avais mentionné avant, qui a un âge intermédiaire de 600 à 800 millions d'années. Donc, c'est aussi une association un peu plus vieille que les autres que j'avais parlé avant. Et cette association-là aussi a des queues de marée. Donc, ça commence à nous indiquer que même les associations d'étoiles qui n'ont pas tant que ça de membres, qui n'ont pas tant que ça beaucoup d'étoiles, ben, ils ont souvent des queues de marée.
s'ils sont suffisamment vieilles pour avoir été déformés à mesure qu'ils vont se promener autour de la galaxie. Et c'est vraiment seulement possible d'aller les détecter avec Gaia. Un autre truc vraiment intéressant qu'on peut faire avec Gaia, ça a été fait même cette carte-là avec la première publication de données de Gaia, c'est d'aller voir toutes les paires d'étoiles qui ont la même vitesse dans le ciel. Il y a une équipe qui a été dirigée par Seung-Young Oh, une collègue à Princeton, qui a fait cette étude-là et qui ont utilisé dans le fond des algorithmes de machine learning et pour aller filtrer toutes les données Gaia et faire ressortir seulement les étoiles qui bougent dans la même direction. Et le but de cette étude-là, c'était d'aller identifier plein d'étoiles binaires, parce que des étoiles binaires sont liées gravitationnellement et se déplacent dans la même direction. Mais un effet secondaire de cette étude-là, ça a été aussi de retrouver des associations, des groupes d'étoiles qui se déplacent encore une fois toutes dans la même direction. Donc, en plus de trouver plein de systèmes binaires, triples, quadruples, ben, les auteurs ont retrouvé plein d'associations jeunes connues, comme les associations des Hyades, des Pléiades, mais aussi plein d'associations qu'on ne connaissait pas avant. Donc, des nouveaux groupes d'étoiles, par exemple, des groupes de 50 ou 100 étoiles qui se déplacent dans la même direction et qu'on n'avait jamais remarqué avant, qu'il y avait une association à cet endroit-là. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est une vue du plan de la galaxie et chaque cercle bleu, ben, ça correspond à une association qui a été détectée, un paquet d'étoiles qui se déplacent dans la même direction. Et si on regarde le diagramme couleur-magnitude de chacune de ces associations-là, une à la fois, ben, on trouve une ligne relativement étroite qui correspond aux membres de toutes les masses différentes. Et la position exacte de cette ligne-là va dépendre de l'âge de l'association. Donc, vous pouvez voir celle-là a quelques géantes, donc c'est probablement une association qui était un peu plus vieille. Et les associations les plus jeunes n'auront pas de géantes rouges dedans. Donc, en regardant les membres de chaque association dans un diagramme couleur-magnitude, ben, on est capable de poser un estimé sur leur âge. Et donc, cet article scientifique-là nous a lancé un grand paquet de probables nouvelles associations et on est encore en train d'aller les étudier en détail et de publier des articles scientifiques plus détaillés sur chacune de ces associations individuelles. Donc ici, si je reviens à une figure que je vous avais montrée avant, qui montre toutes les associations qu'on connaît autour du Soleil, ben, j'ai ajouté par-dessus ça des paquets d'étoiles rouges qui correspondent à des nouvelles associations qui ont été détectées par cet article scientifique-là. Et donc, vous pouvez voir que on a été bien surpris de détecter des associations dans la partie à droite en particulier, où est-ce qu'on pensait qu'il n'y avait aucune étoile jeune. Ben, en fait, on a deux nouveaux groupes qui ont été surnommés le groupe 26 et 10. Et ça, c'est des toutes nouvelles associations d'étoiles qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et donc, c'est des nouveaux terrains carrément pour étudier les propriétés des étoiles. Un exemple de ces associations-là est une nouvelle association qui s'appelle Volans Carina. Et c'est un des articles scientifiques récents que j'ai publié. C'était une étude détaillée de cette association-là. Elle a à peu près le même âge que les Pléiades, donc il y a une centaine de millions d'années. Et elle est un peu plus rapprochée de nous que les Pléiades. Donc, c'est intéressant parce que c'est un peu plus facile d'aller détecter des exoplanètes autour de ces étoiles, par exemple, étant donné que l'association est plus rapprochée. On a aussi la nouvelle association. Je pensais que vous aviez un break. Vous parliez de faire le tour de la galaxie pour le Soleil, mais la galaxie ne tourne pas d'avance sur elle-même. À ce moment-là, qu'est-ce qui bouge par rapport à quoi? Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, toutes les étoiles dans la galaxie sont sur une espèce d'orbite qui fait le tour comme ça, mais ils ne vont pas toutes se déplacer exactement à la même vitesse. Et ça fait qu'on a un mouvement global de rotation, mais on a aussi une espèce de déformation en fonction du temps. Donc, ça fait que les bras spiraux bougent à une certaine vitesse qui n'est pas nécessairement la même que chaque étoile individuelle autour de la galaxie. Mais dans le fond, c'est le mouvement collectif de toutes les étoiles le long de leur orbite qui fait que la galaxie tourne, dans le fond. Donc, c'est vraiment un peu comme une planète autour de son étoile
qui a une orbite autour de l'étoile, ben là, en fait, c'est au lieu plein d'étoiles qui sont en orbite autour du trou noir supermassif au centre et de toutes les étoiles qui sont prises au centre, là. Donc, on a vraiment le même phénomène là, de quelque chose de très, très, très massif avec quelque chose en orbite autour. D'accord. Là, au final, on se fait rattraper par les bras ou bien on court à travers les bras? Je pense que la meilleure analogie serait les bras courent à travers nous ou on court à travers les bras, ouais. Donc, c'est pas qu'on va finir par être pris dedans, mais c'est plus que à un moment donné, les bras vont passer où est-ce qu'on est, puis ils vont continuer. Donc, ils ne tournent pas à la même vitesse que nous, dans le fond. Mais on parle à l'échelle des millions d'années. Et est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Cool. Donc, revenons ici à l'association numéro 10 dont je vous avais parlé avant. Donc, je vais revenir juste 2 slides en arrière. Donc, le groupe 10 qui est à droite sur cette figure-là. Donc, ça, c'est un groupe vraiment intéressant parce que c'est un des groupes les plus proches qui a été trouvé par cet article scientifique-là. Et c'est une association d'étoiles qui est un peu plus vieille que les Pléiades, mais qui contient quand même beaucoup d'étoiles. On en a déjà catalogué au moins 200. Et ça, c'est un article, l'article qui va décrire en détail cette association-là est encore en préparation. Et il y a en fait plus qu'un article qui va détailler les propriétés de cette association-là. Et une autre association sur laquelle je travaille en ce moment s'appelle MUTO. Donc, c'est un plus petit groupe d'étoiles dont en fait, Eric Mamajek, qui est un de mes collaborateurs, avait remarqué cet ensemble d'étoiles-là il y a très longtemps, mais elle ne l'avait jamais publié. Donc, il avait remarqué qu'il y avait 36 étoiles dans une certaine direction du ciel qui avaient l'air de se promener ensemble. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'avec Gaïa, on l'a redécouvert et on a découvert beaucoup plus de membres en plus. Et donc, Eric Mamajek nous aide à en fait faire la caractérisation de cette association-là et on pense qu'elle a environ 50 millions d'années. Et c'est un groupe d'étoiles qui est un peu comme en avant-plan de la région Taurus, qui est une région d'étoiles très, très jeune. C'est pas des étoiles qui se sont formées en même temps que Taurus, c'est des étoiles plus vieilles que Taurus, mais qui se retrouvent juste par hasard à être en avant-plan de l'association Taurus. Et donc, c'est encore une fois un autre endroit où on peut aller étudier des étoiles à un âge différent. Donc, c'est utile d'avoir plein d'associations comme ça avec des âges différents parce que ça nous donne un peu comme une photographie, un portrait des étoiles à différents âges. Et ça nous permet de cartographier leurs propriétés, comment ils changent dans le temps. Et vous pouvez même vous imaginer que si on trouve des exoplanètes autour de ces étoiles-là, on peut faire la même chose et cartographier les propriétés des exoplanètes en fonction du temps, donc en fonction de leur âge. Une autre découverte vraiment intéressante qui a été faite très récemment, c'est qu'il y a plein de filaments d'associations jeunes dans le voisinage du Soleil. Ça, c'est un article beaucoup plus récent, Kunkel and Covey, qui a été publié en 2019. Et en fait, c'est qu'ils ont fait un truc un peu similaire à ce que je vous ai montré, qui a été fait avec la première publication de données Gaïa. Mais là, ils ont refait la même chose avec la deuxième publication de données Gaïa, donc il y a beaucoup plus de données. Et ils ont catalogué plein de petits amas d'étoiles qui se déplacent toutes dans la même direction. Mais ils ont en plus remarqué que généralement, on a plein d'amas, un à la suite de l'autre, qui ont des âges similaires et qui ont des vitesses similaires et qui forment une espèce de filament. Donc, en fait, c'est pas juste des petites associations très concentrées sur le ciel. On a aussi des filaments d'étoiles qui ont un âge similaire. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est si on regarde non seulement les filaments d'étoiles, mais aussi avec la direction dans laquelle ils se déplacent dans le temps. Et donc, on a vraiment beaucoup de ces filaments-là qu'on ne connaissait pas et qui viennent d'être découverts. Et donc, il y a beaucoup de travail qui reste à être fait pour aller caractériser dans les détails chacun de ces filaments-là. Est-ce que ces filaments-là pourraient être considérés comme des imprégnations de matière sombre dans la Voie lactée? Je pense pas, non. Je pense qu'en fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est plutôt des filaments de nuages moléculaires qui se sont effondrés sur eux-mêmes, mais qui n'étaient pas ronds,
qui étaient plutôt étirés. Donc, c'est des nuages moléculaires qui étaient en forme de longs filaments qui ont formé plein d'étoiles. Et c'est probablement plus expliqué par la déformation du nuage à mesure qu'il tourne autour de la galaxie plutôt que des concentrations de matière sombre. Donc, la matière sombre va aller expliquer les amas globulaires ou probablement la position du trou noir supermassif, mais ça va pas aller expliquer des structures comme ça qui sont à beaucoup plus petite échelle. Donc, on est vraiment dans le voisinage du Soleil ici et c'est pas des imprégnations de la matière sombre. Mais un effet intéressant qu'on a ici, c'est que on a une bulle de à peu près 100 parsecs de diamètre où est-ce qu'il n'y a aucun filament qui a été détecté. Donc, une bulle autour du Soleil. Et ça, c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de filament. C'est plutôt parce que la méthode qui a été utilisée par cet article-là fonctionne pas bien dans le voisinage du Soleil. Donc, le voisinage du Soleil, surprenamment, reste un des moins bien catalogués par rapport à ces filaments-là. Et la raison pour ça, c'est simplement que les étoiles très, très, très proches de nous, ben, par effet de projection, leurs membres se retrouvent dans toutes les directions et ça rend ça beaucoup plus difficile de faire cette analyse-là. Donc, si on a une association un peu plus éloignée, le fait que tous les membres sont proches les uns des autres sur une carte du ciel, ça facilite l'analyse. Et donc, il va falloir répéter une analyse dans le même style, mais qui est beaucoup plus complexe pour pouvoir retrouver les filaments qui sont proches du Soleil. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est un des projets sur lesquels je travaille, en fait. Et donc, je vais parler un tout petit peu très rapidement des naines blanches. C'est un autre domaine qui a été très affecté par Gaïa. Donc, les naines blanches se retrouvent le long de cette séquence-là que vous voyez en bas à gauche. Et dans le fond, c'est dans le fond des cadavres d'étoiles. C'est ce qui reste après qu'une étoile soit morte. Et c'est des objets beaucoup moins brillants parce qu'ils sont physiquement beaucoup plus petits que le Soleil. Et donc, c'est la première fois avec Gaïa qu'on pouvait faire une séquence aussi précise des naines blanches. Donc, ce qu'on voit là dans cette figure-là, c'est pas juste un paquet d'étoiles avec des positions aléatoires, on voit en fait des structures dans la séquence ici des naines blanches et ça correspond à des naines blanches qui ont des structures physiques différentes. Et donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on pouvait faire ça, voir des différences dans les modèles, dans les atmosphères des naines blanches seulement avec un diagramme couleur-magnitude, avec des données observées. Donc ça, c'est vraiment quand même un effet assez spectaculaire de la mission Gaïa. Et donc, ceux qui étudient les naines blanches en ce moment sont aussi débordés de nouvelles données qu'on l'est dans l'étude des associations jeunes. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'il est rendu 3h10. Si vous voulez aller en apprendre plus sur la recherche qui se fait en ce moment sur Gaïa et en particulier sur les associations jeunes et les naines brunes, vous pouvez aller voir sur mon site web jgagnéastro.com et vous allez voir dans le fond à mesure qu'on embarque sur des nouveaux projets, je mets à jour le site web pour montrer qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces domaines-là récemment. Donc, vous êtes les bienvenus d'aller visiter si vous voulez. D'ailleurs, si vous aimez faire du café à la maison, j'ai aussi un petit blog là, sur le site web avec des informations là-dessus. Écoute, Jonathan, j'aurais juste une question qui me tracasse un petit peu. Je regarde tout le travail que Gaïa a fait, surtout mesurer la position et les précisions sur 1,3 milliard d'étoiles en si peu de temps. De quelle façon il travaille, Gaïa, pour faire tant de travail que ça en si peu de temps? C'est automatisé pour la plus grande partie. Donc, en fait, c'est tellement une grande quantité de données que le télescope n'est pas capable de nous transmettre des images de ce qu'il observe. Ça prendrait des mesures. Exactement. Donc, ça demanderait une trop bonne connexion Internet pour le vaisseau spatial de nous envoyer des images, toutes les images en fait qu'il prend. Donc, il est forcé de faire l'analyse de façon automatique à bord du télescope et de nous envoyer juste les mesures, dans le fond. Et ça prend beaucoup moins d'espace disque et
le télescope Gaïa se trouve à un point de Lagrange, donc le point de Lagrange L2. Donc, c'est très, très loin de nous. Et donc, la connexion Internet n'est pas extrêmement rapide. OK. Donc, c'est vraiment important que l'analyse soit faite de façon automatisée à bord du vaisseau spatial. Par contre, les publications de données Gaïa, c'est pas simplement ce que le vaisseau nous envoie puis on publie ça directement. Il y a toute une équipe scientifique qui fait un gros travail de vérification et de nettoyage des données. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. OK. Mais c'est fait presque à 100% avec des codes informatiques. Là. Donc, on regarde des populations de mesures au complet d'un coup. OK, mais je te remercie pour l'information. Veux-tu me rappeler ton site? C'est gaiaastro.com, c'est bien ça? Non, c'est jgagnéastro.com. C'est la première lettre de mon prénom et mon nom de famille, astro.com. OK, c'est J Gagné. Ouais. Astro.com pour avoir de l'information supplémentaire. OK, parfait. Ben écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps que tu as pris à nous expliquer tout ça. On a appris une foule de choses. Effectivement, c'est vraiment intéressant de t'écouter. C'est facile d'assimiler aussi parce que tu as le tour de vulgariser. Alors, merci pour le temps que tu nous as donné. C'était vraiment apprécié. Puis le fait que c'est enregistré, je suis certain que ceux qui étaient absents cet après-midi vont se délecter lorsqu'ils vont pouvoir le regarder en différé. Alors, un gros merci, Jonathan, pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Diane. Oui, bien sûr. Oui. Je sais qu'hier, on a discuté présentement, tu as un poste chez l'IREX. Est-ce que tu as le goût de parler de ton prochain projet? Ben oui, bien sûr. Donc là, en ce moment, je faisais de la recherche à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Je parle au passé parce qu'il reste quelques jours seulement. Donc, je faisais un postdoctorat qui est financé par les bourses Banting, c'est des bourses fédérales canadiennes. Et donc, ce postdoctorat-là, ça peut durer normalement entre 2 et 3 ans. Et donc, j'aurais pu continuer mon postdoctorat jusqu'à environ 2021, si je ne me trompe pas, je me souviens plus de la date exacte. Mais en fait, j'ai trouvé un emploi permanent récemment. Et c'est ce que je vais commencer dans un peu moins qu'une semaine, donc au Planétarium de Montréal, le Planétarium Rio Tinto à Alcan. Donc, je vais être conseiller scientifique là-bas. Et donc, je vais continuer à faire des recherches scientifiques, entre autres sur Gaïa, sur les exoplanètes, mais aussi à faire de la vulgarisation pour le public et à aider dans la construction des présentations et des expositions au planétarium, dans le fond. Et donc, on va travailler en collaboration, entre autres, avec l'IREX. Et le but, c'est de commencer, en fait, un groupe de recherche au planétarium aussi. Beau projet. Merci. Félicitations. Bon, ben bonne chance. Bonne chance dans ces nouveaux défis-là, Jonathan. Et puis, vraiment, là, si on se fie à ce que tu nous as produit ce soir, le planétarium est enrichi là, d'un élément très intéressant avec eux autres. L'équipe va être enrichie là, des connaissances. Je suis convaincu de ça qu'ils vont en profiter au maximum. Et je pourrais rajouter que c'est toujours un plaisir de savoir qu'il y a autant de scientifiques au Québec qui font énormément de recherches. Bravo pour toute l'équipe. Oui, ça c'est vrai. Bravo. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. On se revoit mercredi prochain à 20h. Là, je veux juste vous rappeler la prochaine présentation qui est le 20 mai. Ça va être avec notre ami Luc Turbide de l'Université de Montréal qui va nous parler du grand attracteur. Et le 27, ce sera notre ami Yvon qui va nous parler des trous noirs. Alors, c'est les 2 prochaines réunions qui se dessinent pour nous. Alors, on se revoit bientôt. Puis on n'oublie pas la petite santé, le petit apéro du vendredi. Si vous voulez partager ça avec Paul sur Messenger ou sur la page Facebook membre du club, là, on vous invite à continuer la tradition. D'ici là, ben, prenez soin de vous. Profitez de la météo. Il fait un beau soleil à l'extérieur. Alors, allez-y dehors en respectant, comme on dit, la distanciation, n'est-ce pas? Et on se revoit bientôt. En terminant, Jean-Marc, la semaine prochaine, mercredi soir, malheureusement, les membres du CA de la FAC, on a une réunion. On doit en faire une, puis on ne pouvait pas faire autrement que ce soir-là. Donc, moi, je ne serai pas là. Diane et Normand non plus. Bon. OK. Ben, en tout cas, on sait que vous allez travailler pour nous autres, alors on vous excuse. Je pourrais peut-être ajouter, je sais que Jonathan aime bien parler du projet aussi qu'il y a pour les cafés.
Est-ce que ça te tente d'en parler? Ah oui, si ça vous tente. Je l'ai mentionné rapidement là, qu'il y a ça sur mon site web, mais je ne sais pas combien d'entre vous là, sont fans de café, mais vous pouvez aller sur mon site web et cliquer sur le petit lien café. Et il y a plein de détails, là. Je m'amuse à faire un peu une analyse scientifique de comment les différentes origines de café affectent le goût, la concentration, etc. Je fais un peu de science, dans le fond, avec le café, là. Donc, Ah si bon? jamais vous allez Oui, peut-être trouver ça intéressant. C'est en anglais parce que le trois quarts du public parle seulement anglais. Bienvenue, tu as parlé de café. on va apprendre des choses encore là. Alors, Félicitations, Marco, Jonathan, c'était super. oui, Question discrète, Jonathan. Quel âge as-tu? 31. Faudrait que... Ouais. Ouais. Félicitations. Félicitations. Franchement, là, on a du talent au Québec, c'est fantastique. absolument. Vu que je Tu es fais un pas nouveau sourire. papa aussi. Ah, Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est un papa. double félicitations. Un papa flambant neuf. Très, très récent. Bon, plaisir de t'entendre sur un autre sujet au Club de Laval, Jonathan. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Merci. Je vous conseille les naines brunes. Ouais, hein? À noter pour notre calendrier 2020-2021, on va l'approcher pour ça sans doute. J'ai du temps. C'est bon. Salut tout le monde. Bye. Merci bien. Prenez Au soin de revoir. vous. Bye. Merci encore à ceux qui ont participé. Bye bye. Au Bye. revoir. Merci Karim là, pour ta participation et ton aide. Salut. Bye. Salut, bye bye.